C'est simplement que j'ai analysé toute la littérature scientifique, parce que ça transparaît dans les contextes physiques militaires, etc. Il suffit de savoir chercher, hein, on rassemble et on a le truc. Bon, alors, un engin comme le TR-3B ne doit rien à la technologie extraterrestre, zéro. Quoi qu'en disent la plupart des sites internet, les mecs se plantent. En toute sincérité, mais ils se plantent et je peux le prouver. Donc, c'est un truc qui ressort, le premier moteur antigravitationnel qu'il utilise, qui s'appelle le MFD, Magnetic Field Disruptor, c'est-à-dire rupteur de champ magnétique. Ce système a été testé en 1955 par Convair. Vous voyez que ça date pas d'hier. Ils ont pris un gros aimant énorme en cuivre, ce qu'ils savaient faire de mieux à l'époque, ils l'ont fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le courant, lui, tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ils se sont aperçus que ce machin faisait de l'antigravité. Vous voyez, c'est très con. Bon. C'est lourd, c'est cher, mais c'est débile. Et après, ils se sont dit, ils ont fait un premier engin triangulaire utilisant ce principe en 1966, dont on n'a pas parlé du tout. Si je crois qu'il a été vu par un témoin polonais, je crois. Et donc, qui lui utilisait encore ces systèmes à bobines mécaniques. Vous voyez, c'est le genre vraiment archaïque. Bon, c'est le genre de truc, à mon avis, tous les 10 heures, il fallait changer les bobines, quoi, hein, vu les vitesses de rotation. Parce que là, on parle de 50 000 tours pour une bobine qui peut atteindre 3 mètres de diamètre. Ça fait un peu lourd. Et alors, donc c'était vraiment un proto. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 71, Los Alamos et la société SAIC ont fait une percée théorique fondamentale. En fait, la première percée, c'est l'explication quantique dont je vous ai donné un aperçu vaseux tout à l'heure. Cette percée a été faite par des théoriciens en 69 de Los Alamos et a été complètement finalisée en 71. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de faire la même chose, mais avec des plasmas de mercure. C'est-à-dire du gaz de mercure, comme les ampoules à vapeur de mercure, qu'on accélère dans un appareil qui est identique au tokamak. Les tokamaks, c'est ces appareils pour la fusion nucléaire, vous savez, qui ont été inventés par Sakharov, et en 67. Et alors, le tokamak, vous pouvez faire de la fusion nucléaire avec des valeurs énormes de champ magnétique, mais vous pouvez aussi utiliser un tokamak pour faire avec des valeurs de champ beaucoup plus faibles. Donc, le but n'est pas du tout de faire de la fusion nucléaire. Et c'est ce qu'ils font sur le TR-3B, c'est-à-dire qu'ils ont mis au point le MFD, ils l'ont appelé comme ça. C'est-à-dire que c'est un moteur antigravitationnel où vous faites un tube de plasma torique, vous voyez, en cercle, si vous voulez, un anneau. Et alors là, vous utilisez les champs magnétiques, ce qu'on appelle poloïdaux du tokamak, pour le mettre en tube, si vous voulez. Vous utilisez des champs magnétiques verticaux avec des grosses bobines qui entourent tout le tokamak pour le mettre en rotation sur lui-même, comme une cordelette qui se tordrait, vous voyez, en torsion. Et vous utilisez une autre bobine au centre, qui a un champ magnétique vertical aussi, pour comprimer par rapport au champ magnétique autour. Et alors là, vous le comprimez comme un hamburger. Et à ce moment-là, avec le MFD, vous comprimez à 25 000 atmosphères par ces deux champs magnétiques verticaux, et par les champs poloïdaux combinés, vous l'accélérez à 55 km par seconde. Je vous donne les valeurs exactes, et à des fréquences qui vont osciller selon les modes entre 12 Hz, d'accord, et 1000 GHz. J'ai bien dit 1000 GHz. Vous voyez qu'il faut maîtriser l'électronique de puissance avec ce genre de jeu. Et à ce moment-là, avec ça, vous arriverez à faire l'effet relativiste que je vous ai décrit au tout début avec la demi-sphère. C'est un équivalent en quelque sorte plasmatique de cette demi-sphère dont je vous parlais. Bon, je simplifie, mais c'est comme ça, bon, c'est assez compliqué. Et alors, ou si vous préférez, c'est un disque de Searle virtuel. Bon. Et donc, ça, c'est un engin qui a été fait en laboratoire en 72. C'est-à-dire que le premier modèle a tourné en labo, mais fixe, non miniaturisé en 72, et il a commencé à être mis sur des prototypes de vol en 1984, et il a commencé à être mis sur un prototype opérationnel, c'est-à-dire capable de mission militaire, en 1987, et les premières missions opérationnelles en Russie ont commencé en 88, à la mi-88. C'est là qu'on commence à l'observer en Russie, que la défense spatiale russe commence à essayer de l'intercepter sans aucune chance, même avec des armes scalaires, d'ailleurs. C'est des armes à plasma russes, garde d'étoiles. Et c'est à partir de 1989 qu'ils commencent les tests de réactivité des états-majors de l'OTAN pour voir comment ils réagissent. Alors pourquoi ils choisissent ça? Eh bien parce que dans l'OTAN, ils ont des généraux américains, mais en même temps des généraux européens, c'est-à-dire qu'ils pensent différemment d'eux. D'où la vague belge. La vague belge avait pour but de tester les défenses de l'OTAN pour voir comment elles réagissaient face à un engin, pour voir s'ils l'identifiaient comme prototype américain ou comme engin extraterrestre, et ainsi de suite. Et ils ont été très contents parce qu'apparemment, on ne les a pas du tout identifiés comme engins américains au niveau de l'OTAN. Les ufologues, eux, l'ont identifié comme engin américain, mais pas les généraux de l'OTAN, enfin les généraux européens. Donc je crois que les Américains étaient tout contents. Et après, ils ont commencé à les utiliser sur les théâtres de guerre. Donc on a commencé à avoir des TR-3B chaque fois qu'il y avait des guerres. On l'a vu pendant la guerre du Golfe en 91, où on a une superbe vidéo là, où il passe à 9000 km/h au-dessus de Bagdad, dans une retransmission en direct de CNN, c'est pas mal, quoi. Et on l'a vu aussi l'an dernier à Bagdad aussi, hein, il a passé plusieurs fois. Et le TR-3B est utilisé aussi pour des surveillances approfondies
de recherche non conventionnelle dans des pays alliés ou ennemis. Par exemple, en ce moment, en 2003, vous avez eu pas mal de TR3B au-dessus de la France, au-dessus du plateau d'Albion et au-dessus des mines de potasse d'Alsace. Je vous laisse deviner pourquoi. Ça veut dire qu'en dessous, on a commencé à faire des choses non conventionnelles. Autrement dit, on pourrait peut-être imaginer, pas de preuve, mais on pourrait imaginer que la France commence à avoir ses zones 51 à elle. Et c'est pour ça que les TR3B viennent voir ce qui se passe. Voilà, c'est mon hypothèse. Et alors, le deuxième type d'engin, donc le TR3B, vous avez vu, il ne doit rien à personne. Hein. Mécanique quantique pour la théorie, d'accord, grosse électronique de puissance et tokamak pour le moteur. Bon. Maintenant, vous avez un deuxième engin qui est baptisé depuis 88 TR3A, qui lui a été fait par Boeing et Lockheed. Donc le TR3B c'est Lockheed tout seul, mais là c'est Boeing et Lockheed. Et alors cet engin, lui, relève d'un autre cercle de droits de savoir. Aux États-Unis, on a des droits de savoir. Même dans une compagnie comme Lockheed, vous avez des équipes qui sauront des choses que d'autres équipes ne sauront pas. Jamais. Ils n'ont pas le droit. Je vous explique le système américain qui est assez particulier. C'est le need to know. C'est très spécial. C'est pas comme en France. En France, Dassault, s'ils ont une équipe qui travaille sur l'antigravité et une autre sur la MHD, les mecs de la MHD connaîtront les secrets de l'antigravité. Pas aux États-Unis. Ils peuvent travailler à la limite en 2 hangars voisins sans jamais savoir ce que font les autres. Et sans jamais avoir le droit de savoir. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de Lockheed et d'autres sociétés américaines, vous avez des équipes qui sont encore dans un noyau plus central, qui eux travaillent sur les technologies extraterrestres capturées. Alors là, je vous donne une info qui, à ma connaissance, n'est pas sur Internet. C'est que, à ma connaissance, on en trouvera peut-être, c'est que, en fait, les premiers ovnis capturés en état de marche l'ont été dans la baie de San Diego en 1941 ou 1942. Mais ça, vous connaissez, c'est sur Internet. Et cet engin était tout à fait étudiable, c'est-à-dire opérationnel. Vous avez eu, bien sûr, Roswell. Vous avez eu d'autres cas, c'est-à-dire qu'à l'époque de Roswell, on est déjà à plus d'une dizaine d'engins capturés. Mais attention, la plupart en miettes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez analyser les débris, mais vous ne pouvez pas utiliser l'engin. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est pas une voiture réparable, si vous voulez. L'assureur, là, vous assure plus pour l'engin. Alors, et à partir de 1956, ils ont commencé à avoir des engins intacts, dont ce qui a donné plus tard TR3A. Et c'est-à-dire que c'est un... Je vois quelqu'un qui veut intervenir. Bonsoir, je vais essayer de parler assez fort. En fait, je souhaiterais vous soumettre... Bonsoir. Donc, je vais essayer de m'expliquer clairement. Je souhaiterais vous soumettre une question. Tout ce que vous dites est très intéressant. Bon, j'essaye un peu de comprendre. Ma question est la suivante. Lorsqu'on observe un ovni, il y a 2 possibilités. Bon, vous m'expliquerez après, bien entendu. La première, c'est que l'on observe avec notre corps physique, nos yeux, etc. Et on est donc dans la réalité objective. Dans l'autre cas, il est possible aussi que l'OVNI se manifeste à nous dans une autre réalité. Si c'est le cas dans cette autre réalité, est-ce que c'est nous qui avons la capacité d'observer à ce moment précis une autre réalité, et le cas échéant, qu'est-ce qui nous permet de le faire? Ou est-ce que c'est cet OVNI qui a la capacité de modifier notre réalité pour se montrer à nous sans que les autres ne le voient pas? Et dans ce cas-là, pourquoi les autres ne le verraient pas? Enfin, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes questions, mais voilà. Alors là, évidemment, je suis obligé de quitter une argumentation purement scientifique, c'est-à-dire que je ne pourrais donner que des hypothèses de travail. En science, hypothèse de travail, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sûr que ça soit vrai, mais qu'on pense que ça a, disons, une probabilité raisonnable un jour de peut-être être vrai. Donc, prenez-le comme ça. Donc, je dirais, je suis d'accord avec vous dans les 2 cas. C'est-à-dire que ce qui est terrible avec l'ufologie, c'est que dès qu'on a affaire à des ovnis, ce que j'appellerais, qui ne sont pas tôt les boulons, vous voyez.